Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire. Pour l'Eurovision, au départ ça m'a fait un peu peur, mais j'ai réalisé que si on me demande de faire ce que j'aime, il y a des chances aussi que j'arrive à bien le faire. Il y a eu un concours organisé dans le métro. Et c'est vous qui avez remporté l'édition 2015. Hugo et Amir ont toujours eu la musique dans la peau. Mon papa a toujours fait de la musique. Et lui, c'était plus du rock. C'est moi qui cherchais à attirer l'attention et avoir cette sensation d'être sous la lumière des projecteurs, même avant de connaître les vrais projecteurs. Je suis parti en Australie. Je pensais trouver du travail là-bas. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Donc c'est ce qui m'a amené à aller jouer dans le métro. The Voice, c'était ce qui a radicalement changé la donne pour ma vie et pour ce que je fais aujourd'hui. Je ne me voyais pas être à l'envergure d'un artiste qui pourra chanter à la télé, sortir un disque ou avoir son public qui le suit. Aujourd'hui, ils sont bien décidés à en faire leur vie. Qu'est-ce que vous aimeriez en fait dans l'absolu? Pouvoir enregistrer tous mes morceaux et de pouvoir aller les jouer ensuite sur scène. Pour l'Eurovision, on n'a que 3 minutes pour gagner le maximum de points et être au top de mes capacités. We will be happy on the road. Oh. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Toute une histoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 jeunes chanteurs sur notre plateau. Ils vont revenir sur leur début très prometteur et leur parcours ne devrait pas vous laisser indifférent. Bonjour Amir. Bonjour Sophie. Oh là 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 là. Alors Amir, c'est vous qui allez représenter la France à l'Eurovision. Ça se passera le 14 mai à Stockholm. Comment vous sentez là? Beaucoup de pression, de stress, d'angoisse. C'est pas une question... Non. Ma sensation globale est très positive parce que j'enchaîne énormément il y a beaucoup d'activités entre les répétitions, la promotion qu'on fait autour de l'album et puis j'ai cette constante... cet échange constant sur les réseaux sociaux avec des fans qui ne font que grandir en quantité, qui viennent du monde entier aujourd'hui grâce à l'Eurovision. Ça réchauffe le cœur, ça fait du bien, notamment parce qu'en plus c'est une chanson que j'ai... Vous n'avez pas peur d'être pris dans une espèce de spirale que vous ne maîtriserez plus jamais? Quel type de spirale? Le succès, le vedettariat, le public qui s'empare de votre vie, les médias qui vont se permettre de tout commenter. Donc tout le monde perd la boule, vous croyez? Ah non, non, je n'ai pas dit que vous allez perdre la boule, mais il y a un moment, on perd peut-être la maîtrise des choses. C'est ça, est-ce que ça vous fait pas peur? La clé, c'est peut-être d'être bien entouré, et là-dessus, je suis 100% confiant que j'ai autour de moi une équipe bienveillante et qui me protège d'éventuelles choses comme celle que vous... En tout cas, il a un sourire assez irrésistible, non, madame? Bon, alors, vous avez bien failli ne jamais être chanteur, puisque vos études vous préparaient au métier de dentiste. Et quand on parle de sourire, c'est quelque chose qui compte quand on fait ce genre de métier. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux, chanteur, dentiste? J'aime bien. Moi, je l'ai trouvé le parallèle parce qu'au fil des questions et des interviews, il a bien fallu que je trouve une réponse. Voilà, alors allez-y. Je pense que dans les 2 métiers, j'ai essayé de faire sourire quelqu'un, ou au moins de lui donner l'envie de sourire, que ce soit parce qu'il avait des dents qui n'étaient pas tellement jolies et qu'elles sont devenues belles après un traitement, ou parce qu'il est venu avec une tristesse, il trimballait quelque chose de pesant sur son dos et qu'il a écouté une chanson et ça lui a apporté le sourire aussi. Hugo, bonjour Hugo. Bonjour. Comment vous réagissez Alors c'est amusant parce qu'on a 2 manières de pratiquer ce métier de chanteur. L'un qui va être vraiment sous des projecteurs mondiaux, enfin européens dans un premier temps, voire mondiaux. Et puis vous, Hugo, vous êtes chanteur plutôt à Paris. Ouais. Et peut-être que certains d'entre vous, ici dans le public, ici présent, l'avaient déjà croisé, puisque Hugo se produit dans le métro. Oui, tout à fait. Je suis dans le métro à peu près 5 heures par jour, du lundi au vendredi. Et j'ai 2 créneaux. J'y vais pendant le temps de midi
Et le soir, à partir de 18h jusqu'à 20h30, À quelle station? je suis à Pigalle. Alors moi j'ai appris un truc en préparant cette émission que je ne savais pas, c'est que pour se produire dans le métro, eh bien il faut passer un casting. Ouais. Ça alors, je savais pas moi. Qui compose le jury? Il y a des auditions donc, qui sont organisées par la RATP. Et bien, il y a des gens qui travaillent pour la RATP dans le jury. Il y a des usagers de la RATP qui se portent volontaires pour donner leur avis et dire si ils pensent que les usagers pourraient trouver ça bien d'avoir ce type d'artiste dans le métro. Ouais. Voilà. Vous le saviez, David, ça? David Lefrançois, mesdames et messieurs, notre expert aujourd'hui. Non, moi je ne savais pas qu'il y avait des auditions. Et d'ailleurs, en préparant cette émission, je suis allé voir ce que faisait Hugo sur YouTube et j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et d'autant plus génial qu'en plus il compose sa musique. Et c'est très très beau ce que vous chantez, j'adore, vraiment. Merci. Alors, ligne 12, Pigalle. Ouais. C'est entre la ligne 2 et la ligne 12. Il y a un long couloir, donc il y a quand même pas mal de passages, mais pas trop. Donc ça permet quand même au son de circuler. Et moi, j'aime beaucoup l'acoustique. Alors, quel regard vous portez sur l'hypermédiatisation qui va s'abattre sur notre ami Amir? Je sais pas. Moi, je connais pas trop son parcours. J'ai pas la télévision chez moi. Mais vous vivez où, vous, en fait? Sur Terre? Oui. Sous terre, dans le métro? Non, je vis bien sur Terre, mais non, mais il a l'air d'avoir la tête sur les épaules pour affronter tout ça, donc je me fais pas trop de soucis. Alors, Amir, vous nous avez apporté un extrait du fameux titre que vous allez défendre et interpréter pour le concours de l'Eurovision. On va regarder quelques images du clip. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, dans mes bras. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you, like the melody of my song. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you, like the melody of my song. Mais alors, c'est pas qu'en français? Ça n'est pas qu'en français, non. Mais comment c'est possible de défendre un titre qui représente la France qui ne soit pas en français? Il ne faut pas oublier qu'on chante devant un public international. Donc, il est vrai. En même temps, je pense que je respecte l'origine de la chanson en racontant l'histoire en français. Qu'est-ce que vous en pensez, David? Pour la première fois, je pense que les jurys français, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils ont bien choisi de faire une chanson justement dans laquelle on chante et en français et à l'international. C'est malin, vous pensez? Je pense que... Mais c'est ce qu'on reprochait la plupart du temps sur les dernières participations, c'est qu'on chantait français et que les personnes ne nous comprenaient pas. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est quelque chose de très international. Et ne pas chanter à l'Eurovision, pour moi, je trouve que c'est un non-sens, en fait, en vrai. Ne pas chanter dans une autre langue que le français. Il faut que tout le monde puisse nous comprendre, parce que les parents... partie du peu de pays qui chantent en leur langue d'origine. Ouais, c'est vrai. Même si on est à peu près 2/3 de la chanson en français, la plupart des pays présentent une chanson qui est totalement en anglais. Donc c'est malin d'avoir réuni le français et l'anglais. Alors on va revenir sur votre parcours pour en savoir plus sur vous. Vous êtes né en France. Vous avez expliqué à nos journalistes que vous aviez grandi à Sarcelles dans une ambiance très animée. Qu'est-ce que vous entendez par très animée? Eh bien, c'était une ambiance multiculturelle, multilinguistique. C'était une ville où je me rappelle que je vivais beaucoup dehors. Ouais. Et donc que j'absorbais un petit peu l'ambiance... intéressante qui se passait dans la rue. Je passais la plupart de mes journées en bas de chez moi, si c'était pas à l'école, à faire du vélo et à rencontrer des amis dans la rue, des amis de toutes les couleurs et de toutes les origines possibles, parce que c'est une ville qui accueille l'immigration. Alors, ça c'est l'univers dans votre ville, mais un père d'origine tunisienne et une mère d'origine maroco-espagnole. Petit, vous rêviez de faire quoi? Je voulais être médecin. Depuis toujours, mon père est médecin et c'était mon modèle d'enfance. Un médecin généraliste? Non, il est radiologue. Ouais. J'ai donc voulu suivre ce chemin-là. J'ai toujours annoncé à mon entourage qu'un jour je serais docteur.
Vous aviez une idole quand vous étiez petit? Michael Jackson. Vous dansez comme lui? J'essayais de l'imiter, ouais. J'essayais avec peu de succès, mais Hugo, vous aviez une idole, vous? Bah, en fait, ouais, aussi, j'ai été marqué par Michael Jackson quand j'étais tout petit. Ouais. Il était dans une émission de télé, moi j'étais avec ma maman et je pensais que c'était une femme au début. Et du coup, en fait, c'est peut-être Janet Jackson hein, que tu vois. Ah non, c'était bien Michael. Vous êtes de la même année tous les deux? Non, il a 5 ans de moins. On a discuté un petit peu tout à l'heure. J'ai 26 ans. Voilà, Ok. et moi j'ai 31 ans. D'accord. Mais ouais, Michael Jackson. Donc aussi pour tout ce qu'il représente, aussi bien en termes Ouais, de ouais, bah, voix, ouais. de show, de danse, de C'est la première fois chorégraphie. que je voyais ça, en fait. Ce personnage qui était, voilà, je pensais que c'était une femme, donc en fait, non, c'était très surprenant. Et puis la façon dont il chantait, dont il bougeait. Alors vous avez grandi où, vous, Hugo? À Saint-Étienne. Je suis né à Saint-Étienne. Dans une famille de musiciens? Mon papa a toujours fait de la musique. Quel instrument? Lui jouait de la guitare. Ouais. Il joue toujours de la guitare. Mais lui, c'était plus du rock, du Ouais. vrai Et rock. il avait un groupe? Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Donc vous étiez habitué à évoluer, à aller l'écouter, à aller l'écouter chanter? Ouais, parce qu'en fait, la salle de répétition de son groupe, c'était dans la cave de chez mes grands-parents. Et nous, on habitait au-dessus de chez mes grands-parents. Donc, du D'accord. coup, il y avait juste à Ouais, c'est descendre à la cave pour Donc, écouter. On avait les une artistes. batterie là, vous vous entraîniez à la batterie? Bah ouais, en fait, c'est le premier instrument où je me suis dirigé. Peut-être parce que quand on est petit, on réfléchit pas trop et du coup, c'est plus facile de taper sur des tambours que de prendre une guitare et de faire des accords. Ouais. Donc ouais, j'ai joué de la batterie pendant un bon bout de temps. Ça défoule. Ouais, en plus, ouais, ça fait du bien. À l'école, vous étiez quel type d'élève? J'étais le type d'élève qui avait pas envie d'être à l'école. Non, je me sentais pas, j'étais pas très bien à l'école. Et vous, Amir, vous avez fait des études pour devenir dentiste? J'ai aussi découvert l'univers de la musique parce que j'avais quelques mois de libre avant de commencer mes études de dentaire et il y avait des castings qui se faisaient pour la Nouvelle Star là-bas, une émission de télé. Et j'y suis allé en me disant qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, même si j'ai pas d'expérience, au pire je passe pas les castings. Les choses se sont passées plutôt bien et je me retrouve sur les primes. Est-ce David que vous étiez encouragé aussi dans ce domaine? Oui, mais je chantais surtout pour la famille. Voilà, c'était là que ça se limitait. Je ne me voyais pas être à l'envergure d'un artiste qui pourra chanter à la télé, sortir un disque ou avoir son public qui le suit. Moi, il y a une chose que j'aime avec Amir, puis tout à l'heure en discutant avec Hugo, on va retrouver exactement le même point de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous confrontés à un talent. Il faut que vous sachiez tous ici que vous avez tous un talent dans votre vie. On a tous quelque chose sur laquelle on va pouvoir construire une véritable personnalité. Et les talents, il y a quelque chose, il y a une partie qui peut être une partie innée dans le talent. Mais ce talent, quand il est favorisé par un environnement, il se développe beaucoup plus facilement. Ce qui fait que moi, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des clients qui étaient en dépression, qui étaient mal, parce qu'en fait, ils étaient complètement à côté. Je me rappelle un jour d'avoir un banquier qui me disait, tu sais David, moi j'ai gravi tous les échelons du succès, mais je me suis rendu compte que mon échelle avait été posée sur le mauvais mur. Et lui, typiquement, il voulait être un artiste. Donc c'est important aussi, d'un moment donné, de se donner la liberté, de donner une chance à son talent. Ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement réussir, ça ne veut pas dire que pour autant ça va être la voie la plus magique, mais si on a la chance d'avoir des personnes qui, dans notre entourage, nous entourent, il faut laisser ce pouvoir-là pour laisser s'exprimer le talent, parce que dans le talent, il y a de la facilité, il y a du plaisir, il y a du fun. Exister, ça vient l'étymologie d'exister, c'est ex-ester, ex à l'extérieur, et ester, c'est être. On a tous besoin de trouver un moyen d'être à l'extérieur. Ça peut être la chanson, ça peut être le sport, ça peut être l'animation, ça peut être la psychologie, peu importe. Mais si, à un moment donné, vous avez le sentiment que vous avez trouvé une voie de réalisation, donnez une chance à cette voie, quoi qu'il arrive, et foncez. Je trouve ça bien aussi, je trouve ça intelligent à un moment donné d'avoir un plan bis, quoi qu'il arrive. Il y avait un grand de l'analyse transactionnelle qui disait un perdant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va gagner, et un gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va perdre. Parce qu'en fait, vous allez voir que, curieusement, les vrais gagnants, le perdant, il anticipe toujours comment ça va se passer quand il va gagner. Ce qui fait que quand il ne gagne pas, en fait, en vrai, il est tellement déçu
parce qu'il ne sait pas sur quoi se reposer, qu'on tombe dans un piège de j'ai pas obtenu ce que je voulais, et du coup c'est mort, j'y arriverai pas, c'est foutu. Alors que quand quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui dit ok, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour continuer? Quelles sont mes ressources? Sur quoi je vais m'appuyer? C'est quoi le plan d'après? Ça va générer deux choses, la créativité et puis curieusement, ce que vous expliquiez aussi tout à l'heure, le lâcher prise. Quand vous dites je vais aux auditions, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Derrière, j'ai un plan bis, je suis en train de programmer la dentisterie derrière. Qu'est-ce que je risque? D'être libre. Et quand on est libre dans l'expression, dans une expression artistique, on kiffe, on s'éclate, ça se voit, tu rayonnes, et puis voilà, il y a les résultats qui vont derrière. Donc c'était une stratégie gagnante. D'accord. Je suis profondément d'accord avec cette analyse que je trouve précise et très intelligente de quelque chose que je ressens mais que j'aurais peut-être pas pu exprimer avec les mêmes mots. Alors, on retient la formule. Un perdant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va gagner. Et un gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va perdre. Bon, vous retenez tout ça, là En tout cas, c'est sûr que ça m'a permis une liberté et une prise de risque que j'aurais peut-être pas pu avoir dans cette carrière, dans ce début de carrière, si je n'avais pas un métier qui me couvre au cas où quelque chose. C'est une assurance. Ça fait du bien. Ce qu'on dit dans le milieu du sport de haut niveau, par exemple, ou dans le milieu artistique, on dit que la pression d'enjeu tue le plaisir du jeu. C'est-à-dire que plus je vais mettre la pression, et si j'ai rien derrière, et si je me dis, il faut impérativement que je réussisse l'audition, je me mets un stress terrible. Et du coup, en fait, c'est là où mon cerveau, il péclote, parce que je vais avoir trop de stress. Il quoi? Il péclote. Pécloter. Mes amis suisses appellent ça pécloter. Pécloter, en fait, il va... C'est québécois, ça? Non, c'est suisse. Pour le coup, c'est suisse. Mais en fait, ça veut dire qu'au moment où je devrais être dans l'expression la plus libre de ce que je suis, le stress va m'inhiber et je vais être mal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, pour grandir, pour avancer, il faut savoir vraiment travailler sur ces stratégies qui vont faire que justement, je limite la pression. Parce que c'est le lâcher-prise qui permet l'excellence, en vrai. Hugo, est-ce que vous avez pécloté, vous en faisant vos études? Vous faisiez des études de quoi? Alors, comme je disais, j'aimais pas beaucoup ça, l'école, mais quand même, après le collège, j'ai été faire des études dans la vente, dans le milieu professionnel. Ensuite, je suis parti à Lyon, parce qu'il y avait une école qui permettait de faire des stages à l'étranger. Et j'avais envie aussi de voyager, donc j'ai été faire mes études à Lyon dans la vente. C'est pas vraiment l'étranger, ça, mais bon. Non, mais en fait, le fait d'aller habiter, parce que moi je suis de Saint-Étienne, le fait d'aller à Lyon, on pouvait faire un stage à l'étranger. Donc c'est pour ça que j'ai été à Lyon. Et alors après, vous êtes parti où à l'étranger? Je suis parti en Angleterre pour faire un stage. Et je suis parti avec un ami. Donc en fait, quand j'avais à Lyon, j'avais un groupe de musique où donc, je faisais de la batterie. Et quand je suis parti en stage, je suis parti avec un ami qui, lui, était guitariste du groupe. Et c'est en Angleterre que j'ai commencé à écrire des textes quand on était dans notre chambre avec lui, du coup, à la guitare, qui composait des petites mélodies, et moi qui ai commencé à écrire pour chanter. Donc j'ai bien fait d'aller à Lyon. Bah ouais. Et c'est un voyage à l'autre bout du monde qui vous a emmené sur le chemin de la musique. Vous étiez où? Je suis parti en Australie. Toujours avec le même pote, en fait. Avec qui j'avais commencé à faire de la musique à Lyon. Et en fait, j'ai eu envie de voyager, mais vraiment du coup loin cette fois-ci. Et l'Australie me semblait être le meilleur endroit pour progresser en anglais et découvrir des choses vraiment belles et de pouvoir faire un road trip aussi, donc acheter un van et partir sur la route. Voilà. Et vous êtes resté longtemps là-bas? Je suis parti pendant 1 an, donc je suis resté 10 mois en Australie et ensuite... En travaillant là-bas? Eh bien, le but c'était de travailler parce que avant de partir, je faisais des petits boulots, j'avais de l'expérience dans la restauration, donc je pensais trouver du travail là-bas en tant que serveur et en fait, j'en ai pas trouvé. Donc c'est ce qui m'a amené à aller jouer dans le métro là-bas. Des amis que je m'étais fait sur place m'ont dit tu chantes, tu as une guitare, tu trouves pas de travail, essaye d'aller jouer ta musique dans la rue, peut-être que tu pourras gagner des sous. Et alors? Et oui, du coup j'ai pris ma guitare. On gagne bien sa vie comme ça quand on joue dans le métro? Ça dépend, en fait c'est qu'on n'est jamais sûr de ce que Mais en moyenne, quand j'étais en Australie, je pouvais me faire $30 en 2 heures.
Donc c'est pas mal, 15 $ par heure. Ouais. C'est De quoi vivre Ouais. chaque jour, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. En étant quand même libre une bonne partie de la journée. Bah ouais, ouais, c'est ça, en étant libre. Et à Paris? Et à Paris aussi, du coup, alors du coup à Paris j'y vais plus parce que bah, c'est plus cher et que voilà, mais j'arrive à vivre du Mais métro. on gagne combien en moyenne à Paris quand on se produit dans le métro? Suffisamment pour payer mon loyer et faire les courses pour avoir à manger. Après, je peux pas me payer des billets d'avion pour aller voyager en Asie ou ailleurs, mais au moins je fais ce que j'aime. Amir, vous avez expliqué à nos journalistes donc, que vous vous étiez inscrit par hasard au concours de la Nouvelle Star, ce que vous disiez tout à l'heure, vous n'aviez rien à perdre. Comment on fait déjà pour s'inscrire par hasard? C'était un concours de circonstances dans lequel j'avais compris que j'ai du temps avant que mes études commencent et qu'il y a une occasion qui se présente, alors pourquoi ne pas tenter ma chance? J'ai envoyé mon dossier, ils sont revenus vers moi, on a fait un premier casting qui s'est plutôt bien passé et à partir de là, il y avait encore 2 ou 3 épreuves avant d'arriver au Prime. Je pense que j'ai eu la chance de choisir des chansons qui mettaient ma voix en valeur, ce qui était moins le cas sur les directs parce que j'ai pas fait long feu dans l'émission, mais en tout cas, en termes d'amusement, parce que c'est comme ça que je le considérais, de passe-temps. J'ai passé quelques mois hyper remplis et super intéressants. J'ai connu ce que c'était de chanter sur une scène professionnelle avec des musiciens professionnels en télé. Et ce que c'est d'avoir un premier public qui me suit et qui me soutient au quotidien. Vous avez toujours eu ce sourire comme ça, enjôleur, ou vous l'avez travaillé quand Non, vous êtes non, passé à la télé? Il est tout sauf travaillé. Il est complètement inconscient. Et étant donné que beaucoup de gens me font remarquer le fait que je souris beaucoup, je suis parti lire un petit peu et j'ai trouvé une phrase qui est issue du Talmud d'ailleurs, que j'ai trouvé formidable. Cette phrase dit que ce n'est pas le bonheur qui amène le sourire, mais c'est le sourire qui apporte le bonheur. Et je me suis retrouvé conscient de la force et de peut-être l'emprise que peut avoir un sourire sur les gens, surtout quand ils ne s'y attendent pas ou qu'ils n'ont pas l'habitude d'en voir. Et cette chose qui me vient très très naturellement parce que je suis heureux de vivre, je pense que c'est en fait la traduction de cette atmosphère qui règne dans mes échanges avec des gens où il y a toujours un sourire qui part. Et il y a toujours du bien qui se ramène. Si on croit au karma, c'est à peu près ça. Non, mais vous êtes quelqu'un, on sent que le sourire vient de loin, il vient de là, il vient du blues. En fait, Amir, c'est ça. Amir, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie différence entre le plaisir et la joie. Et les personnes ont du mal à identifier ça. La joie, c'est vraiment quelque chose de profond qui n'appartient qu'à moi, que je crée de l'intérieur. Le plaisir peut être obtenu par des objets extérieurs. Et bien, curieusement, on va se rendre compte d'une chose, c'est que quand une personne il est en joie, et la joie, ça vient de la satisfaction de ses propres besoins personnels, comme celui d'exister, et bien du coup, quand on a de la joie, il y a quelque chose qui est systématique, qui va avec, ça s'appelle le sourire. Et c'est intéressant parce que le sourire, il est hyper communicatif. Et ça qui est sympa. Et si je rebute, la dernière fois, on avait parlé des neuromiroirs, vous vous rappelez? Et bien, ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je regarde Amir et qu'il a un beau sourire qui est figé, et on sait qu'il est... Une chose intéressante, c'est qu'il y a des faux sourires et il y a des vrais sourires. Les vrais sourires de cinéma, on les reconnaît tout de suite, d'accord? Mais lui, il a un vrai sourire qui est permanent, qui est chevillé, il kiffe, ouais, il kiffe. Il suffit. Regardez ses yeux, c'est un grand kiffeur. Alors il est beau, non, il est beau, non. Je cherche où me cacher. Il est insupportable de beauté. Non, il est insupportable de beauté, mais tu t'es regardé dans le miroir. Non, mais par contre, il est Bon, tellement... je vais vous laisser tous les deux. Allez, je m'en vais. Non, il est tellement sympathique, c'est vachement ça. Et je me permets, parce que je vais aussi boucler sur Hugo. Tout à l'heure, quand tu es rentré dans la loge, tout à l'heure, et que je t'ai vu, et ben, tous les deux, vous avez un point commun. C'est que vous renvoyez de la lumière. C'est-à-dire, on sent vraiment que vous aimez ce que vous faites et ça se voit. Et c'est tellement bon. Et pour moi, quelqu'un qui est un artiste, il doit projeter ça. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est pas la tristesse ou le désespoir qu'il faut vendre.
c'est le fait que, voilà, vous avez un vrai pouvoir de changer le monde à travers le fait de changer des états internes chez les gens. Quand j'écoute la musique que fait Hugo dans le métro, moi j'imagine complètement le gars qui vient de se taper sa journée de travail avec le patron qui n'avait pas du tout envie d'être sympathique avec lui. Et quand on juste cette musique, c'est quelques paroles de blues, je peux vous garantir que ça change un état interne. Et ça, vous êtes en train de changer le monde avec ça. C'est important. C'est un vrai pouvoir. C'est vrai. Alors donc la Nouvelle Star, vous n'êtes pas allé au bout, donc vous vous êtes fait virer au bout de combien? De 4 émissions, après un épisode assez inoubliable pour moi, et je vous avoue que pour les médias israéliens aussi, je chantais un duo avec un ami qui lui aussi était d'origine française. On était les 2 Français de l'émission. Ils ont fait chanter Un beau roman, une belle histoire de Michel Fugain, en hébreu et en français. Et c'est là qu'au lieu de chanter le début de la chanson, par manque d'expérience ou par manque de concentration, je me mets à chanter la fin de la chanson. Et donc je réalise en un espace de 2 secondes que le public, le chanteur qui est avec moi, les gens qui regardent ça, c'était en direct, il devait y avoir 1 million de téléspectateurs, ce qui est énorme en Israël, c'était vraiment l'émission la plus regardée, sont en train de voir que je fais une erreur. Et au lieu de rebondir là-dessus, comme fait quelqu'un qui sait le faire, qui a déjà fait quelques erreurs sur scène, ce qui est mon cas aujourd'hui, à l'époque, je ne savais pas comment réagir. J'ai donc décidé d'arrêter de chanter en plein direct. Je me suis assis par terre, presque comme un enfant qui boude. C'était pas professionnel de ma part, ça m'a fait quitter l'émission. Mais en tout cas, ça m'a donné cette rage de vouloir prouver un jour au monde ou au public que je suis capable de mieux. Et très très directement, c'est ce qui a influencé ma volonté de vouloir faire mes preuves plus tard, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, à The Voice en France. C'était quelque part en moi cette volonté de leur dire, même si les Français n'ont jamais vu cette émission en Israël, de leur dire, regardez ce qu'aujourd'hui je fais et comment je suis capable de... Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Vous auriez pu vous arrêter, de faire un trait d'humour et reprendre la chanson? Comment vous auriez dû faire réagir? comme si ça n'a jamais existé. C'est ce qu'on nous apprend. Si on fait une erreur, on fait comme si elle n'y était pas, elle n'est pas arrivée, et on continue la chanson. Mais finalement, cette erreur a été bienveillante pour vous. Peut-être. David. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que il a rebondi sur son adversité. Il aurait pu faire de cette expérience la pire de sa vie et de se dire finalement je peux pas subir la pression. Il a fait un choix qui est complètement différent, mais on sent qu'il y a aussi une vraie culture d'éducation derrière. Face à l'adversité, il faut savoir aussi d'où tu viens, c'est aussi important. Il y a toute une histoire derrière qui fait que l'obstacle, l'adversité, c'est quelque chose qui sont dans nos gènes. Donc à un moment donné, on peut rebondir ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que le trac, il s'est expérimenté à travers la peur. La peur, c'est ou la fuite, ou l'inhibition, ou l'agressivité. Voilà. Donc là, après, c'était juste un manque d'expérience. Il repart, il en fait un défi, c'est très bien. Et moi, quand je vois des expériences comme ça me fait toujours rappeler cette phrase de Mandela qui disait « Moi, je ne perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Point barre. » C'est ça. Et tant que vous rencontrez une adversité, c'est pas grave. Des obstacles, de la difficulté, il y en a tout le temps. Rebondissez, quoi qu'il arrive. Mais ne perdez jamais le cap de vos objectifs. Et c'est ce que tu as fait. Magnifique. Bravo. Et à The Voice, alors, ça s'est passé comment? Là, c'est vraiment mon histoire artistique, ou peut-être le début de ma carrière. The Voice, c'était je pense, ce qui a radicalement changé la donne pour ma vie et pour ce que je fais aujourd'hui. J'aurais pu être en train de soigner des dents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la fac, une fois que j'étais docteur, qu'il y avait un diplôme, maman Parce était contente. on va reprendre les trucs dans l'ordre. Donc en 2011, vous avez sorti votre premier album en Israël. Oui, Ça, alors c'était la date de sortie de ce premier album en hébreu, mais il a été enregistré en 2007, juste après La Nouvelle Star, par une volonté de faire quelque chose dans la musique. Il a fallu que je canalise ses ambitions. Ouais. Puis on l'a enregistré en 2007, on l'a sorti en 2011, mais pourquoi on l'a sorti en 2011 au lieu de le garder, parce que c'était pas un album très très réussi, je dois l'admettre. On l'a sorti en 2011 parce que j'étais 1 an avant la fin de mes études et je savais déjà qu'une fois mes études terminées, il va falloir que je tente quelque chose dans la musique. Parce que pendant ce temps, vous continuiez vos études de dentiste. Bien sûr. Vous êtes allé au bout? Je suis allé au bout, j'ai eu le diplôme. Non. Oui. Ah, vous êtes dentiste? Docteur Haddad, c'est moi, mais je n'exerce pas. Vous pourriez avoir un cabinet? Oui, bien sûr. Il suffit juste que je paye l'assurance. Ouais. Mais c'est comme ça, j'ai le droit je pense qu'il aurait une grande d'exercer. clientèle, par contre. Pardon? Tu ouvres un cabinet, tu devrais avoir une très très grande clientèle. Ouais, féminine, peut-être très grande, féminine, je dirais, c'est ça. sûrement. Hein. Ça, mais moi, souvent, quand on me demandait quelle spécialité
je voudrais faire en tant que dentiste, je disais gynéco-dentiste. Je voudrais soigner les femmes seulement. À l'époque, j'étais célibataire. Ah, maintenant, c'est différent. D'accord. En tout cas, Alors, en tout cas, donc, vous avez sorti l'album un an avant, moi je suis, voilà, un an avant la fin d'avoir de mon terminé vos parcours études. scolaire. Et ce que je me suis promis de faire, en tout cas, quoi qu'il arrive, avec une réussite ou sans réussite de l'album, c'est de prendre une année. C'était volontaire, c'était annoncé, tout le monde était au courant. Là, mon âme a besoin de faire de la musique. Et je veux lui permettre de le faire. Je ne veux pas vivre toute ma vie sous l'ombre des regrets de quelqu'un qui avait une passion et qui n'en a pas profité. Je suis donc allé m'acheter une guitare et chanter à la maison en écrivant des chansons, en enregistrant des chansons en studio. Donc, Et- vous composiez vous-même? Oui, oui. C'était une époque où je me disais si en un an j'ai le temps de faire un album. Mais vous aviez des notions de solfège et tout ça alors? J'ai fait du solfège quand j'étais petit, mais je pense que pour composer une chanson, on n'a pas besoin d'être un brillant solfégiste ou un... Oui. Enfin, il faut quand même, quoi, vous vous Il faut- sentez il- relié avec... Premièrement, il y a une- des artistes qui composent de tête. Ils inventent une mélodie et ils l'enregistrent. Mais on peut aussi composer en sachant juste jouer quelques accords, et c'est ce que je sais faire, moi. Je suis un petit guitariste, et c'est avec ces petites notions de guitare que j'ai fait mes premières chansons, et d'ailleurs que je continue. Bon, donc vous avez écrit un album. Et J'ai- puis est arrivée l'aventure The Voice. Alors, je n'ai pas écrit d'album. Je vais tout remettre en ordre. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas jusqu'au journal de 20h. Ah, mais alors, non, mais parce que vous me dites quelque chose qui est... Enfin, je veux vous dire ce qui s'est réellement passé. Ouais. J'ai fait un album à la fac. Ouais. Oui. Cet album-là, on l'a enregistré en 2008, on l'a sorti en 2011. D'accord. Très bien. En 2012, j'ai terminé mes études. Oui. J'ai pris une année sabbatique. Là, je suis reparti à zéro. D'accord. J'ai acheté une guitare. J'ai commencé à écrire des chansons. J'ai enregistré Ok. des chansons en studio. Et j'ai surtout suivi le conseil de mon cousin qui me disait poste des vidéos sur YouTube, c'est hyper important pour se faire remarquer aujourd'hui. Tout le monde regarde là-bas. Au départ, je lui ai dit mais non, mais ça va me ridiculiser, à quoi ça sert? Enfin, qui suis-je pour poster des vidéos et qui est-ce que ça va intéresser? Je ne vais pas me retrouver avec des vidéos qui ont 150 vues et c'est 15 vues par membre de ma famille. C'est pas intéressant. J'ai donc quand même finalement écouté parce qu'il avait de bons arguments. Et c'est ces vidéos-là qui ont été remarquées par Bruno Berberes, qui est le chef du casting de The Voice. Combien de vues? Pas énormément non plus, à cette époque en tout cas. Aujourd'hui, on est sur des millions, mais c'est merveilleux. C'est une nouvelle phase. Aujourd'hui, on est sur des millions. C'est une nouvelle phase. Non, j'ai la chance d'en être arrivé à là et d'avoir pu Ouais. être médiatisé. Mais je Bon, me donc fais vous êtes remarquer. remarqué. Et c'est là que je fais des castings pour The Voice. Au départ sur Skype, parce que j'étais à Tel Aviv et ils étaient à Paris. Le casting sur Skype se passe très bien. Et ils me demandent de venir à Paris pour continuer cette aventure. Je suis donc le parcours, une audition après l'autre. Je me retrouve dans les auditions à l'aveugle que les gens voient à la télé. Les 4 sièges se retournent et là, je commence à me dire... T'as peut-être fait une bonne chose de poster ces vidéos sur Internet. C'était en quelle année, ça? En 2013-2014. C'était comme un miroir qui me dit t'es pas mal, Amir. Il y a En tout cas, certainement quelque chose ce qui qui est peut se intéressant, passer. c'est que là, il y a une validation, en fait. Il y a une Oui. vraie validation de professionnalisme. Oui, L'avantage de surtout que cette c'est à émission, l'aveugle, c'est en qu'on plus. n'est pas... Voilà, c'est ça. Ce qui est- Alors, vous avez atteint à quelle place, alors? Je suis arrivé 3e de l'émission. Bien. 3e. Je suis fier Donc, Fier 3e. de dire que je me suis incliné en finale face à Kenji Girac, qui a déjà vendu 1,5 million d'albums et qui a une carrière merveilleuse. Bien sûr. Euh, Donc, vous avez été approché par des maisons de disques? oui et non. Je suis allé voir des maisons de disques, mais leur première réponse, c'était « Est-ce que tu as des chansons ?» Ouais. Tout ce que je me disais, c'est qu'est-ce que j'ai comme bagage, à part des plombages et des traitements de canal. Je n'ai pas grand-chose à offrir à une maison de disques à l'heure actuelle, encore moins en français. Et c'est là que je me ressaisis et je me dis, bon, tu vas pas pouvoir surfer sur la vague, ou en tout cas, si tu vas le faire, tu vas devoir faire une chanson médiocre et peut-être te contenter d'une non-garantie réussite. Et si elle arrive, elle n'est pas sûre de durer. Donc j'ai préféré prendre mon temps. Et c'est là que doucement, sans me dire quel mois on est déjà, il y a combien de temps que The Voice est terminé, est-ce que j'ai encore une notoriété, rien du tout de tout ça. Je me suis dit, si un projet est bon, si une chanson est bonne, de toutes les façons, ça va se faire remarquer. Et si en plus je dis aux gens, mais tu te rappelles de moi, tu m'as déjà vu à la télé pendant 3 mois, ça va peut-être me faciliter l'accès à leur cœur à nouveau parce qu'ils me connaissent déjà. Et Vous c'est- viviez de quoi, alors? Je vivais de l'aide de mes parents. Ah. J'arrivais à faire des petits plans, des petites dates de temps à autre. Mais
Mais non, mes croyaient parents en qui vous? m'aidaient. Oui, ils y croient encore, heureusement d'ailleurs. Mais oui, j'ai des parents très bienveillants. Je pense aussi que le fait de leur avoir apporté un diplôme, montrer le sérieux que j'ai en moi et le fait que je suis clairvoyant concernant mon avenir, ils me faisaient confiance que si jamais je comprends que ça ne pourra pas marcher, j'irai pas perdre mon temps et entre guillemets, je sais pas si j'utilise le bon terme, après encore une erreur là, ça sera très grave, mais j'allais dire me suicider pour la musique. Est-ce que ça se dit? Tu peux suicider ta carrière, ça va. Ouais. Voilà, on peut se suicider pour la musique. Ouais. Il savait qu'à un certain point, je me dirais, bon, là j'ai compris que ça fonctionnera pas, j'ai mon métier, je retourne à Tel Aviv ou bien j'exerce en France, mais en tout cas je deviendrai dentiste. Et c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont autant soutenu. Et leur soutien était merveilleux et très utile. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est grâce à ces 2 années-là où ils étaient là pour m'aider que j'ai pu faire évoluer ce projet et aujourd'hui me retrouver dans un endroit que j'aurais pas osé rêver peut-être il y a 1 an ou il y a 2 ans. Donc on peut dire qu'il n'avait pas de dents contre ce projet. Non, il n'en avait pas, heureusement J'essaie de d'ailleurs. chercher toutes les expressions avec dents. Non, c'est très bien. Voilà. Très bien. Bon, alors, vous sortez votre premier album en France qui s'appelle Au cœur de moi. Oui. On a d'ailleurs quelques images de vous en train de travailler en studio. Voyons voir. Faut tous le faire. Montre-moi quelque Tu me dis si le flow il est comme tu l'imaginais. J'ai cherché un sens à mon existence, mon existence, c'est fini le cœur sans défense. Chercher l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Je me blesse et je recommence. Je me blesse et je recommence. Ouais, ok. Là, vous êtes témoin de la conception de ce fameux titre qui représentera la France à l'Eurovision. C'est comme ça qu'on l'a travaillé en studio. Ce sont des images prises sur le vif. Et la personne qui est avec moi est Nazim, que je salue parce qu'il a écrit avec moi la quasi-totalité de cet album. C'est une très très belle âme, un grand talent que j'ai eu la chance de rencontrer dans ce petit parcours qui a duré 2 ans. Et on est devenus inséparables. Voilà. Alors Hugo, c'est un peu à vous. Vous aussi, vous avez participé à un concours de... Enfin, vous auriez aimé participer à un concours de chant télévisé? Ou Non. c'était pas du tout votre En truc? fait. Non, on m'a proposé de participer, Ouais. mais c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Pourquoi? Parce que j'écris mes chansons, je compose, voilà, et donc j'ai envie de défendre ce qui m'appartient, ma musique, mes créations, plutôt que d'accéder à Mais une Amir certaine aussi, il compose visibilité, ses mais chansons. sans... Amir aussi, vous composez vos chansons? Bien sûr. Oui. Non, mais peut-être que tu ne veux pas chanter de reprise, c'est ça que tu dis? Oui, enfin en tout cas le principe des émissions, c'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qui me correspond. Ouais. Donc, Vous auriez l'impression peut-être d'y perdre votre âme, Oui, je pense que c'est ça. qu'on vous déposséderait de Eh bien, vous-même. du coup, oui, j'ai l'impression qu'on ferait des choix pour moi, et il faudrait que j'aille dans une direction qui serait peut-être pas forcément celle qui me plairait. Et donc, j'ai préféré dire non et prendre le temps de faire les choses avec mes chansons. Alors du coup, on le disait tout à l'heure, vous vous êtes retrouvé devant le jury de la RATP pour obtenir votre carte de chanteur du métro début 2014. C'est donc là où tout a commencé et que vous avez donné rendez-vous à notre équipe. Regardez. Place Pigalle, au cœur de Paris. C'est tôt le matin qu'Hugo se rend sur son lieu de travail. Un bureau un peu particulier. Là, je vais jouer dans le métro. C'est là où je vais 2 fois par jour pour aller jouer mes morceaux, quoi. Cela fait plus d'1 an que le jeune homme se produit tous les jours quelques mètres sous terre dans le métro parisien. Là, je suis en train d'installer ma pancarte où il y a mon nom dessus. Comme ça, les gens peuvent voir qui je suis. C'est un petit peu différent que de se produire sur scène parce que les gens, ils sont pas là pour écouter de la musique. Ils sont que de passage, quoi. Donc, il faut essayer d'attirer leur attention en vraiment peu de temps. When my time will belong, when you're with me cold. J'ai à peu près 15 morceaux
que je joue et c'est vachement bien parce que je vois la réaction des gens et ça c'est ça qui est motivant. J'entends souvent dans le métro et franchement c'est pour ça là je me suis arrêté, c'est vraiment beau ce qu'il fait. Sincèrement, je pense que c'est très très beau ce qu'il fait. Je me suis arrêtée parce que j'étais intriguée et en fait, je vous avoue, j'ai failli pleurer, donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Après 4 heures passées à enchaîner ses compositions, Hugo a maintenant rendez-vous dans un vrai studio d'enregistrement avec Étienne. C'est Hugo, la pêche. Étienne est producteur de musique. Il a remarqué Hugo dans le métro il y a 1 an et a décidé de produire son premier album. Tu m'entends, Étienne? La voix. Oh. Eh ben écoute, c'est parti. I'm sitting on the rock, watching the sky. This one is clear, the moon isn't here. J'étais entre 2 rendez-vous, j'étais super speed et je suis passé en face de lui. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui chantait, qui jouait de la musique, mais j'ai pas fait spécialement attention. Et puis quelques mètres plus loin, j'ai entendu quelques notes qui m'ont plu. Puis je me suis retourné, je lui ai donné ma carte et je lui ai dit bah, rappelle-moi. Et il m'a rappelé. C'est la première fois que je me retrouve en studio. J'avais jamais eu l'occasion d'être dans un espace avec une vraie console, avec des micros, enfin avec tout ce qu'il faut quoi. C'est impressionnant au début, mais ça va. Étienne a réussi à me mettre à l'aise assez rapidement. Tu reviens avec moi 2 minutes? Ouais. On monte tout ça, on écoute. Allez. Tu as bien senti celle-là, hein? Tu vois? Ça c'est très cool. Je crois beaucoup en Hugo parce que je sens beaucoup d'authenticité en fait dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer de la musique, dans son approche. On peut dire que c'est un coup de cœur artistique. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mixer, Voilà. à masteriser, à distribuer. Voilà. Non, ça va faire un carton, franchement c'est mortel. The choices we made change the path that we take. Alors d'abord, moi je suis impressionnée par votre talent. Hein, vraiment. Merci beaucoup. Amir, est-ce que vous auriez pu faire ce qu'il fait? C'est-à-dire, vous parliez de cette passion pour la musique, il faut quand même avoir, je sais pas, quelque part mettre un peu son ego dans sa poche pour aller jouer dans le métro comme ça. Ça doit être difficile de voir les gens passer devant vous, ne pas s'arrêter. C'est formidable quand ils s'arrêtent, mais il doit y avoir des moments de grande solitude quand même, non? C'est juste, en fait, quand j'ai commencé au début à aller jouer dans le métro, c'est là où c'est difficile quand on se dit, bon, on s'arrête, il y a tous les gens qui passent. Moi, je me pose là, je mets mon micro, je me mets à faire ma musique. Là, c'est super impressionnant. Mais Vous auriez en fait, pu le faire, vous, Amir? Je dois avouer que j'ai toujours rêvé de tenter cette expérience-là, qui est de chanter dans un lieu public et Ouais. de voir les gens s'ils Ouais. s'arrêtent ou Ouais. de tester les gens Ouais. sur un lieu quotidien comme ça. Et vous ne l'avez jamais fait? Mais je n'ai pas eu l'occasion et je ne sais pas si j'aurai le courage réellement de le faire et c'est pour ça que, Ouais. que je pense que tu mérites beaucoup de respect pour ça parce que c'est une démarche artistique que je trouve courageuse. Et il doit y avoir des moments de grande satisfaction, évidemment, quand, comme ça, vous pouvez tester le pouvoir de vos chansons, parce qu'il y en a certaines sur lesquelles les gens s'arrêtent plus. Oui, ouais, j'ai remarqué, du coup, ça me permet de jouer tous les morceaux que je veux. Et en effet, d'essayer, je me rends compte en jouant certains morceaux qu'il y a des gens qui s'arrêtent plus facilement ou qui me donnent une petite pièce plus facilement. Ouais. Vous ne chantez qu'en anglais? Oui. Pourquoi? Eh ben, comme je disais tout à l'heure, mon papa a toujours fait de la musique. Et lui-même, dans son groupe, c'est pas lui qui chantait, mais c'est lui qui écrivait les textes. Et il les écrivait en anglais. Quand il était plus jeune, il est parti vivre aux États-Unis. Il a été aussi quelques temps en Angleterre. Donc, en fait, je pense que depuis que je suis tout petit, pour moi, la musique qui me touche, en tout cas, se chante en anglais.
Et la musique que j'écoute, moi aussi, c'est de la musique anglaise. Quels sont vos groupes phares ou vos chanteurs phares, à part Michael Jackson? Celui que je préfère, il s'appelle Bon Iver. Il est américain et c'est de la musique folk, mais qui me touche beaucoup. Mais c'est genre Crosby, Still Nash Young, ce genre de Neil Young, ou c'est ce genre d'univers, on peut dire? Oui. Oui, c'est ça, musique folk, un peu country, quoi. C'est de la musique c'est de la musique qui s'écoute au calme et où on récupère des choses quand on entend ces chansons. Alors, vous avez eu une récompense. Qu'est-ce que vous avez gagné? Eh bien, il y a eu un concours organisé dans le métro, les Metro Music Awards, organisé par Guillaume Louis. Alors en fait, il n'a rien à voir avec la RATP, mais il a mis en place un site qui s'appelle Musique dans le métro parisien. Ouais. Et il filmait les artistes qu'il voyait pour essayer de les faire connaître, parce qu'il pensait que voilà, il y a des talents à faire découvrir dans le métro. Donc il a créé ce concours-là. En postant une vidéo de chaque artiste, et ensuite les internautes devaient voter pour élire le meilleur musicien du métro. Et c'est vous qui avez remporté l'édition? Et ben, du coup, c'était 2015. 2015, ça existe depuis quand, ça? Merci. Ça existe depuis quand? C'est la première fois. Ah ouais. Il y a combien d'artistes qui se produisent dans le métro? Il y a un chiffre qui est à peu près de 300, mais réellement, je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur accréditation, mais qui n'y vont pas tous les jours. Il y en a beaucoup qui y sont allés, peut-être qu'ils n'y vont plus. Enfin, Ça vous est déjà arrivé d'être tous réunis? Eh bien, lors à la fin du concours, on s'est tous réunis dans le métro pour faire une vidéo. Et ouais, donc à ce moment-là, on a été réunis. Pas tous. Non, en fait, non. On a été réunis avec les vainqueurs de chaque catégorie. Donc il y a eu la chanteuse solo, moi, le groupe du métro, le duo, et je crois qu'il y avait trio aussi. C'est génial, non? Je trouve ça génial, tout ça. Puis moi, j'aime bien cette notion d'être confronté au terrain direct. Ouais. Parce que choper quelqu'un qui est justement dans son univers, qui passe d'un sas à un autre, c'est-à-dire qui passe de sa vie privée à sa vie professionnelle, pour qu'il soit interpellé par la musique, il faut qu'elle soit vraiment bonne, en vrai. Est-ce qu'il y a des fans qui viennent vous voir régulièrement? Non, j'ai pas de fans qui viennent me voir dans le métro. En revanche, il y a des gens qui m'ont découvert dans le métro et qui viennent me voir à mes concerts. Ouais. Alors, en tout cas, il y en a eu un en particulier qui a tenu à vous adresser ce petit message surprise. Bonjour Hugo, un gros bisou pour être avec toi et tous ceux qui t'aiment aujourd'hui. J'en fais partie et j'en suis fier. Je suis fier de toi. Alors continue, aussi loin que ton talent te pousse. Vas-y, lâche rien, donne tout. Tu nous fais tous du bien. Merci à toi. Bisous, Daddy. C'est son papa. C'est mon papa. Il vient vous voir parfois? Ouais, il est monté lors de mon premier concert à Paris. Ouais. Il est venu au Bus Palladium. Est-ce qu'il a joué avec toi? Non, pas encore. C'est quoi les perspectives pour vous? Eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez en fait dans l'absolu? Avec Étienne, qu'on a vu dans le petit reportage, on a enregistré 7 morceaux. Ouais. Des morceaux, j'en ai d'autres, donc ce serait pouvoir enregistrer tous mes morceaux et de pouvoir aller les jouer ensuite sur scène. Ouais. Sortir du métro pour avoir une scène. Ça, il y a un moment où vous avez envie de sortir du métro quand même. Oui, bien sûr. Le métro, c'est super parce que ça me permet de faire découvrir ma musique, ça m'a permis de me faire des contacts et ça me permet de m'entraîner aussi, beaucoup d'entraînement, donc ça m'a apporté plein de choses. Alors si je comprends bien, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous acceptez quand même une certaine médiatisation à condition de pouvoir garder la main sur vos morceaux. C'est ça. J'ai pas envie d'être célèbre. C'est juste que ce que je veux, c'est faire partager ma musique. Donc, alors, tiens, c'est le moment de partager votre musique. Vous allez chacun nous interpréter un morceau. Qui se lance alors en premier? Si tu veux commencer. Moi, c'est comme tu le sens. Allez, vas-y. Allez. Alors,
c'est la guitare de Hugo, que j'ai trouvé super confortable parce qu'elle est légère et petite. Ouais. Et ce que je vais vous chanter, c'est J'ai cherché. Donc c'est la chanson de l'Eurovision. La chanson de l'Eurovision. Mon album sort aujourd'hui, donc c'est une occasion pour Donc les gens. l'album qui s'appelle Au cœur de moi. Voilà les fameux quelques accords que je sais plaquer dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. You're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song. You're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song. Au gré de nos blessures et de nos désinvoltures, c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody of my song. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. Tiens, merci. Alors, c'était Amir avec donc un album qui sort aujourd'hui Au cœur de moi et c'est la chanson qui nous représentera à l'Eurovision le 14 mai prochain. Et maintenant, place au talent de Hugo qui lui aussi, je n'en doute pas, va sortir très prochainement un album et se produire sur toutes les scènes de France. On l'espère en tout cas. On vous écoute, ça s'appelle comment ? On the road. I'm sitting on the rock, watching the sky. This one is clear, and the moon isn't here. Sunset is gone, there is no light but our song. On the road, here we go. Fast or slow, we will be happy on the road. We will be happy on the road. Oh. Beaucoup de talent, ces deux garçons. Ce que je trouve étonnant avec la musique, c'est que parfois, on a envie de changer d'état interne, on est prêt à faire n'importe quoi, alors qu'une simple bonne chanson nous change d'état interne comme ça. On passe de l'exaltation à la joie, à quelque chose de mélancolique et de doux.
Et en fait, c'est à ça que sert la musique aussi, c'est à nous aider, à nous installer dans des états internes qui nous permettent d'être adaptés à l'intelligence émotionnelle. Être intelligent émotionnel, c'est choisir un état interne intelligent. Et parfois, la porte d'entrée de la musique, c'est vraiment ça. Mais surtout qu'il y a une vibration dans sa voix. Il y a quelque chose. Non, quand je vous dis que c'était. Les deux, vous dégagez quelque chose. Avec, je vais la faire à la Jennifer, mais vous avez une signature vocale, écoutez-moi bien, une empreinte géniale. Non, mais franchement, vous dégagez quelque chose de puissant et très différent, et c'est magique, vraiment magique. Merci. Bravo. Alors, pour en arriver là, on a vu pendant cette émission qu'il y a eu de belles rencontres sur votre chemin. Amir, un homme a cru en vous dès le départ, et c'est lui que nous avons contacté. Regardez. Amir, my brother. First of all, we all miss you. Greeting from Israel. I was so happy to hear that you're going to represent France in the Eurovision. It's a great honor and I'm proud of you. Since the first time I heard your voice, I knew that you're going to make it big. So I wish you best of luck, B'atzlacha, break a leg, bring home the victory, and I will see you soon. Love you, man. Ça, je m'y attendais pas du tout. C'est qui? Alors, il s'appelle Benoît. Ouais. Qui est un prénom français, mais il a été nommé après son grand-père. Et il n'a aucun lien avec la France, il ne parle pas un mot de français, il écrit Benoît, B-E-N-U-A. Voilà. Donc ça, c'est déjà la petite anecdote rigolote sur ce bonhomme que j'ai croisé dans cette fameuse année sabbatique post-scolaire où j'ai cherché mon chemin dans la musique. Et par pur hasard, il tient un studio d'enregistrement, c'est un guitariste phénoménal. Et il me dit, ça me plaît ce que tu es capable de faire, je voudrais t'aider. Peu importe comment, je ferai tout pour t'aider. Et avec sa gentillesse, sa générosité, sa patience et l'amour qu'il dégage, il passait des nuits avec moi à écrire, à enregistrer. Et c'était surtout avec lui que j'ai fait mes plus belles vidéos sur YouTube. Il jouait la guitare avec moi, ce qui donnait un résultat beaucoup plus impressionnant que quand je jouais seul. Et c'est je pense qu'il a été un facteur important dans le fait que The Voice soit venu me chercher. Voilà. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté de partager ces très beaux parcours avec nous. On vous souhaite plein de choses, le meilleur évidemment, et puis de remporter cette victoire. Ça nous fera plaisir à tous. Beaucoup. Merci également à David Lefrançois. Donc, Au cœur de moi, c'est l'album d'Amir. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, toute une histoire sera ce week-end en version féminin. À tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. Allez applaudir Hugo du côté de la station Pigalle, donc dans le métro, avant d'aller l'applaudir lorsqu'il fera des scènes. Et puis tout de suite, dans l'Histoire continue, nous allons retrouver deux mères courage, Marie-Lise et Bernadette, deux femmes qui gardent espoir et qui restent optimistes face à la maladie de leurs enfants. Ce sont elles que vous apercevez en coulisses. A tout de suite, merci. Vous vous souvenez certainement de Rose, cette petite fille dont nous avions fait la connaissance en août dernier. Je vous ai dérangé en pleine séance d'exercice. C'est des exercices qu'on fait de kiné pour la stimuler un maximum. Depuis l'émission, la petite fille, atteinte d'une maladie rare, a fait de beaux progrès. Aujourd'hui, quand je vois la force de Rose, sa volonté, ça me donne encore plus la rage d'avancer. Nous découvrirons aussi une autre mère courage, Bernadette, ainsi que son fils Flo. Avec maman, on est très proches. Pratiquer beaucoup d'activités, ça fait que j'oublie mes problèmes de cœur. Un petit garçon combatif qui nous donnera une belle leçon de vie dans quelques minutes. Je me sens très bien. T'as une idole, un modèle? Michael Jackson. Je n'imagine pas devoir sortir dans la rue comme ça, sans maquillage. Là, je me trouve encore plus ou moins jolie. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. J'étais chez des amis, ils avaient l'habitude de sniffer du gaz de briquet. Et là, ils ont allumé une cigarette et tout a explosé. J'étais dans mon berceau, en compagnie de mes frères et sœurs qui auraient apparemment joué avec des allumettes, un briquet et une bougie.
Des visages changés à tout jamais. Je peux pas dire que j'ai totalement accepté mon nouveau visage. J'ai beaucoup de souvenirs des hôpitaux, de ce que je subissais de mon plus jeune âge. J'ai même pas craqué, rien du tout. Quand on subit un drame comme le vôtre, c'est un profond remaniement psychique qui est obligé de s'opérer. Deux femmes qui sont parties à la reconquête de leur vie. Comment vous allez aujourd'hui? Moralement? De ce côté-là? Physiquement? Bien. Je vais dire que je fais du mieux que je peux pour m'accepter et continuer à vivre. Franchement, je vous souhaite de continuer sur cette voie. C'est une femme comme toutes les autres.